Good morning tout le monde, il est là, il est enfin là, le A7 V est dans mes mains et j'ai eu l'occasion, le privilège de le tester sur le terrain. Tu as peut-être vu ma vidéo de présentation, maintenant on va parler de mon expérience, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé et de pour qui cet appareil va être. Assure-toi de regarder bien jusqu'à la fin parce que je vais essayer de couvrir un petit peu tous ces points et c'est mon expérience personnelle sur le terrain, sous la pluie, complètement trempé, à Los Angeles, en train de shooter de la photo de rue, puis au milieu du Pacifique. Bref. J'ai envie de partager un petit peu avec toi mon expérience pour t'éviter justement de dépenser des milliers d'euros pour rien ou justement pour t'orienter vers l'appareil parfait. Est-ce que c'est l'appareil parfait? On voit ça ensemble tout de suite. Allez hop, bienvenue. T'as vu comme c'est magnifique avec la montagne derrière. Aujourd'hui, le A7 V, je vais te parler des points positifs en premier, des points négatifs et ensuite un petit peu la conclusion pour qui il est. Si tu ne me connais pas avant, juste pour que tu aies du contexte, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur aussi de la formation Masterclass Sony Alpha qui va te permettre de maîtriser ton boîtier Sony, que ce soit un A7 IV, un A7C II, un A7CR, un A7R5 et maintenant le A7 V est couvert aussi dans cette formation. J'ai aussi une formation avancée pour passer de 0 à 1 en photographie, si tu veux tout apprendre sur comment voir comme un photographe, comment prendre des photos finalement comme un pro et comment les retoucher. Donc on couvre tout, c'est une masterclass complète. Donc tu as la masterclass Sony Alpha pour prendre en main ton boîtier et la masterclass 30 jours pour des photos pro pour justement, quel que soit ton boîtier, que tu saches prendre des photos que tu aimes et qui te fassent plaisir. Bon, maintenant que ça c'est dit, il y a les petits liens dans la description si tu veux. La première chose que j'ai adoré, c'est que Sony a enfin changé. Donc pas le capteur, enfin oui le capteur, mais surtout le petit écran à l'arrière. Et oui, parce que ça fait des années qu'on leur demande, parce que Sony fait des super télés, qu'ils mettent un écran un petit peu digne de ce nom. Et pour la première fois de l'histoire, dans la version A7 IV, ou plutôt A7 V maintenant, on va avoir une résolution qui est la même que sur un 2, sur un RX, un R3. Donc notre petit écran à l'arrière, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment agréable dans l'utilisation sur le terrain. On a maintenant 2 millions de points de résolution sur cet écran. Et franchement, on voit la différence. On voit vraiment la différence. Je l'ai vu quand je prends des photos, quand je suis comme ça, les choses sont plus nettes, plus réactives et je trouve que c'est vraiment bienvenu. Maintenant, on a aussi la partie capteur. Donc le capteur a été modifié, il a été changé. On a un capteur semi-empilé et en plus de ça, on a aussi les processeurs qui ont été changés. Tout a été regroupé en un. Avant, il y en avait plusieurs. Maintenant, tout est en un. Et franchement, ça permet d'avoir un meilleur management de la puissance. Et en fait, sur le terrain, je me suis retrouvé à prendre plus de photos. D'accord, c'était pas non plus le jour à la nuit, mais d'après les specs, on a à peu près 20%, 10 à 20% d'amélioration. Et franchement, sur le terrain, je l'ai senti que c'est vrai que l'appareil avait un petit peu plus de stamina. Petite note, je sais c'est tentant, mais cette batterie un petit peu augmentée ne justifie pas un upgrade pour moi. Il y a d'autres choses qui arrivent là, qui vont être beaucoup plus impactantes. Mais si c'est juste par rapport à la batterie, franchement, je ne change pas. Personnellement, je ne changerai pas juste pour la batterie. Je m'achèterai une autre batterie qui me coûterait 79 € ou quelque chose comme ça et je la mettrai dans ma poche et terminé, on n'en parle plus. Avec ce nouveau capteur, ce que j'ai apprécié énormément lorsque je prenais mes photos, ça va être le fait qu'on a l'obturateur électronique qui est bien meilleur. Alors pourquoi est-ce que c'est meilleur? Dans quel contexte? Dans le contexte très simple de lorsque tu prends des photos avec un obturateur électronique, bien souvent tu peux avoir de la déformation d'objets en mouvement. Or, Sony m'ont dit tout de suite, ils m'ont dit vas-y essaye avec que l'obturateur électronique. J'ai fait t'es sûr? Et ils m'ont dit oui vas-y, ça a été amélioré, le processeur est beaucoup plus rapide, vu que c'est semi-empilé, a priori on arrive à enregistrer les informations plus vite avec la partie électronique aussi, avec l'obturateur électronique et donc en fait on se retrouve avec beaucoup moins de déformations. Ce n'est pas un 9.3 avec un global shutter, mais franchement, tu peux regarder les tests là sur les images que je te mets. J'étais en train de me balader comme ça, de faire du panning avec l'appareil sur un objet fixe et franchement, il y a très peu de déformations. Il y en a beaucoup moins que ce que j'ai pu voir sur d'autres capteurs. Et même si tu compares à un 7 IV, je ne l'ai pas dans la main, mais vraiment, pour une fois, là, tu dis « Waouh, je peux utiliser cet obturateur électronique tout le temps ». Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur le terrain. Mais, il y a toujours un « mais ». Le capteur électronique va quand même poser problème s'il y a des flickering, c'est-à-dire du scintillement dans ton image. Tu vas vouloir repasser en obturateur mécanique. Le bénéfice aussi d'avoir cet obturateur électronique qui marche bien, c'est que tu as maintenant 30 images par seconde en RAW que tu peux enregistrer en burst. Franchement, 30 images par seconde, c'est ce que j'ai sur mon A1 tous les jours, donc je sais très bien ce que ça représente. Mais surtout, maintenant, on a le pré-capture.
Pré-capture, c'est incroyable. Donc, je sais, le pré-capture existait sur d'autres appareils avec d'autres marques depuis un certain temps, mais n'oublie pas que ce n'est pas forcément en RAW, alors que là, on est en RAW, comme sur le 1.1.2 et comme sur le 1.9.3. Et ça, personnellement, ça change tout. J'explique comment ça marche, on retourne sur le terrain. En fait, pré-capture, ça marche comme ça. Je vais t'expliquer. Tiens, viens avec moi, je te montre tout de suite, on va changer un petit peu d'angle. En fait, le pré-capture te permet de prendre des photos avant même que tu prennes des photos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre des photos avant que tu prennes des photos? Eh bien, c'est simple. Imagine, il y a un petit oiseau qui est sur une branche. Eh bien, si tu veux prendre une photo de l'oiseau qui s'envole, il faut être un génie et savoir communiquer avec l'oiseau pour lui dire vas-y, décolle maintenant et appuyer au moment où tu lui dis de décoller en fait. Maintenant avec le pré-capture, tu peux remonter dans le temps. En fait, tu peux remonter jusqu'à 1 seconde dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à 30 images. Tu peux capturer 30 images en arrière. Il suffit de rester appuyé sur ton bouton de mise au point ou ton bouton de déclenchement à mi-course. Et en fait, l'appareil va mettre en mémoire tampon continuellement des photos en RAW. Ce qui veut dire que quand toi tu déclenches, paf, tu peux repartir 30 images en arrière. Et comme ça, tu te retrouves avec l'oiseau qui est encore sur la branche et qui se met à s'envoler. Franchement, ça te transforme en photographe animalier incroyable, génial pour tout ce qui est avec les oiseaux, les objets en mouvement que tu ne peux pas prédire. Franchement, très pratique. J'ai beaucoup apprécié ça, de savoir que je l'ai dans l'appareil, que je peux l'utiliser, que je vais pouvoir tâtonner un petit peu dans la photographie animalière avec des oiseaux, etc. C'est quelque chose qui est vraiment bien nu. Il y a un gros désavantage, soyons honnêtes, si tu shootes ni animalier, ni sport, ni choses dont tu n'arrives pas à prédire les mouvements, ça ne vaut pas le coup d'upgrader juste pour le pré-capture. Si tu fais de la photo de famille avec tes enfants, etc., non. Les autres appareils vont aller très bien, 30 images par seconde ne sont pas nécessaires aussi. Je tiens juste à le rappeler, c'est toujours tentant d'upgrader. Et voilà, c'est la petite voix de sagesse de Pierre. Investis dans tes compétences et réutilise ce que tu as déjà. Ton appareil est probablement déjà excellent. Il y a un gros désavantage, je vais t'en parler un petit peu après dans la partie désavantages, mais que j'ai trouvé un petit peu difficile à utiliser. Je te garde ça juste pour après. On a d'autres points plutôt positifs à discuter lors de mon utilisation de cet appareil, notamment au niveau du capteur en fait et de la plage dynamique. Donc on a 16 stops de plage dynamique sur le papier. Dans les faits, franchement, je ne vois pas la différence entre 15 et 16, ça commence à être dur pour moi et je suis honnête avec toi. Tu me dis 15, tu me dis 16, je te dis ok, génial. Tu vois, j'arrive à récupérer les ombres, j'arrive à récupérer les hautes lumières, j'arrive à avoir une latitude sur mes fichiers Sony depuis toujours qui est incroyable et bref, ça continue et c'est même un petit peu plus poussé. Par contre, ce que j'ai testé avec les hauts ISO, au niveau des ISO, on va comparer les images. Donc à gauche, je vais rester sur ISO 51200 juste pour te montrer ce que c'est que l'image avec du bruit. À droite, là, on est sur ISO 1600. Donc tu vois, les noirs sont bien profonds. Et si on continue, on passe à 3200. Et ben tac, on voit la différence. 3200, c'est encore clean. On passe à 6400. 6400 commence un petit peu à avoir des artefacts, et clairement beaucoup moins qu'à 51 000, donc c'est exploitable. Encore une fois, là, il n'y a aucune retouche, il n'y a pas d'amélioration de bruit, d'accord? Donc 12 800, tac, là, on commence vraiment à le sentir, tu vois, directement. Les bords, ils sont un petit peu moins secs, on va dire, on a un petit peu plus de bruit, mais ça reste, je trouve, exploitable et propre. Maintenant, on passe à ISO 25600. 25600, on se rapproche pour moi de la limite de l'utilisable. 31 000 de temps en temps, j'utilise, 32 000 de temps en temps, j'utilise ISO 32 000. Bon, c'est possible, mais il faut faire aucune retouche derrière. Et enfin, on en arrive au très haut ISO, donc 51 000. Donc, comme tu peux le voir, 51 200, tu as pas mal de bruit. Maintenant, si on double, qu'on passe à ISO 100 000 dans la zone étendue, on voit vraiment que bon, il se passe, ça devient de moins en moins exploitable et tout à la fin 204 000. Franchement, il y a vraiment beaucoup de bruit. Après, tout ça, c'est sans réduction ajoutée de bruit, c'est sur les RAW, voilà. Mais en gros, tu te retrouves avec quelque chose de très propre, j'ai envie de dire perso pour moi, jusqu'à ISO, 25 000 voire 12 800. Très propre entre guillemets, mais vraiment exploitable. Je peux travailler facilement avec ces fichiers. Au-delà, ça devient plus compliqué, il ne faut vraiment pas les retoucher. À toi de me dire ce que tu en penses. Personnellement, c'est carrément utilisable pour moi jusqu'à 25 600 si, avec des si, on couperait une forêt. Et surtout, si je ne veux pas retoucher les images beaucoup. C'est parce que si je commence à devoir retoucher beaucoup, à recorriger beaucoup de choses derrière, je ne vais pas avoir en fait la latitude parce que l'image telle qu'elle est,
eh ben, elle est vraiment très proche du résultat final. Si tu es à haut ISO, il faut vraiment que tu sois très 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 proche. Alors, tant qu'on est dans ces basses lumières, parlons un petit peu de la tremblote, de notre stabilisation de l'appareil et du capteur, parce que ça a été amélioré. Alors, sur le A7 IV, on est à 5,5 stop. Maintenant, on est à 7,5 stop. Au milieu du capteur, sur les bords, on est à 6,5 stop. C'est incroyable, je vais arriver à lire tout ça dans le ciel. Et en plus de ça, c'est bien, mais au-delà de 1,6 secondes à main levée, et bien pour moi, ça bougeait. Donc mon expérience, elle était bonne jusqu'à 1,6 secondes. Donc je tiens juste à le dire parce que sur le A7R5, je l'avais testé et j'étais allé jusqu'à 3 secondes avec une image vraiment sharp, une image vraiment nette. Par contre, le A7R5, j'ai regardé les specs là et en fait, il y a 8 stops de stabilisation sur le A7R5. Là, on en a 7,5 et 6,5 sur les bords. Donc voilà, c'est peut-être là où est un peu la différence. Est-ce que ça suffit largement? En tout cas, en photo, moi, ça m'a toujours suffi largement. 5,5, 7,5, génial. Ça ne va pas me changer ma vie, en fait. Je suis honnête, sur le terrain, ça n'a pas changé ma vie. J'étais pas là, waouh, c'est génial, je peux faire ce que je veux. Non. Par contre, en vidéo, oui, ça va faire une vraie différence. J'ai envie de dire, mieux c'est stabilisé et plus mieux c'est. Et tu as différents modes de stabilisation. Je ne vais pas tout couvrir là, ce n'est pas le but. Mais voilà, les deux stops en plus sont vraiment le bienvenu, surtout lorsque ça va toucher en vidéo. Bon, avant que je continue, tu en penses quoi un peu de cet appareil? Commente 1 si tu veux absolument cet appareil, si tu penses qu'il est génial, et commente 2 si tu penses qu'on est déjà dans une hype complète, c'est pas du tout ce qu'on s'attendait et Sony aurait pu carrément faire mieux. Ok, et l'autofocus alors? Alors l'autofocus, j'ai pas vu de différence avec mon A1. C'est amélioré, apparemment les algorithmes sont un peu meilleurs, la détection de sujet est bonne, ça s'améliore encore. Je ne l'ai pas mis dans des conditions, je suis honnête, hein, ou tellement extrêmes en sport par exemple, où on a des conditions où les sujets vont se croiser, il y a des balles dans tous les sens, pour me dire, bah écoute, c'est bien ou c'est pas bien. Je suis en train de monter, mais oui, l'autofocus a été amélioré. Faut être honnête. Par rapport à 7.4, on a la détection, il y a des sujets, c'est plus rapide, c'est plus réactif, génial. Tout ça, c'est génial. Mais si tu prenais des photos qui étaient floues ou que tu loupais souvent ton autofocus avant et que tu étais déjà à 1.7.3, à partir de la génération 1.7.3, j'ai envie de dire que peut-être que la question n'est pas tant est-ce que l'autofocus va être meilleur sur le A7 V, mais comment est-ce que j'utilise l'autofocus? Parce que personnellement, quand je loupe ma mise au point, c'est souvent une erreur personnelle, d'accord? Mauvaise zone de focus, mauvais bouton que j'ai appuyé ou manque de réactivité. Et tout ça, ce sont des choses sur lesquelles je peux m'améliorer. Et un nouveau boîtier ne va pas remplacer ça. Voilà, l'autofocus de l'A7 V, ce n'est pas non plus le Saint Graal qui va nous permettre d'avoir toutes les meilleures photos du monde bien nettes. Alors, dans certains cas, donc, lorsqu'un sujet passe devant un autre, il y a des croisements, il y a des obstacles, etc. Comme ça a été montré à travers des tests d'autres amis qui les ont fait, justement, et ben, ça bloque bien. Et Sony l'a montré, c'est-à-dire que ça s'accroche mieux à un sujet, mais prend un petit peu cette amélioration d'autofocus avec un grain de sel. Ça simplifie les choses, ça va plus vite et on s'accroche mieux à un sujet, mais ça ne remplacera jamais ta capacité et tes compétences à gérer l'autofocus. Voilà, je tiens juste à dire, donc top amélioration. D'un autre côté, est-ce que ça me forcerait à faire une mise à jour? Non, personnellement. Non, mon expérience sur le terrain, dans la rue, en voyage, a été géniale. Donc voilà, je tiens juste à le dire, ça s'est bien passé. Mais j'ai aussi rarement des mauvaises expériences avec le matos Sony au niveau de l'autofocus. Pour moi, ça a toujours été bien. Après, ça devient vraiment du pinaillement précis sur, et en général, ça se voit vraiment sur le sport. Le sport d'équipe où tu passes d'un sujet à l'autre. Mais maintenant, on a plein de possibilités en fait de dire à notre appareil, et c'est ce que je traite dans la masterclass aussi, en fait, de dire dans l'appareil, écoute, je veux que tu verrouilles sur un sujet plus souvent. Je veux pas que tu changes d'un sujet à l'autre. Et donc, en fait, tout ça te permet vraiment de transformer ton appareil pour qu'il soit le plus efficace possible pour toi et pour le mode de shoot que tu vas avoir. Voilà, je couvre tout ça dans la Sony Masterclass. Tu peux la prendre avec le petit lien dans la description. Mais je tiens juste à le rappeler, c'est que si l'autofocus ne marche pas pour toi de nos jours, je pense que c'est plus un problème de réglage, plus qu'un problème de technologie et de fiabilité avec les derniers appareils. Mais clairement, hein, voilà, je tiens juste à le dire. Et j'ai un petit secret pour toi. Mon mode préféré, ça reste quand même le mode ponctuel en tracking. Voilà, je tiens à le dire. On peut détecter tous les sujets du monde qu'on veut, mais pour moi, le mode ponctuel en tracking me permet d'être intentionnel et de savoir exactement où est-ce que je vais mettre mon point de focus. Maintenant, là, je suis un petit peu loin et quand tu t'enregistres seul, il y a un truc qui est vraiment cool avec le A7 V, c'est qu'en fait, tu as le AI framing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Recadrage par IA. Et en fait,
comme tu peux voir sur le clip, ça va me recadrer et ça va me suivre dans l'image et ça va me sortir un clip en 4K alors que voilà, ça fait un recadrage qui est quand même assez fort. Franchement, c'est cool. Il y en a, dis-moi tout de suite si toi ça t'embête que la 4K à 120 images par seconde, il y ait un crop ou pas. Mais moi, je suis assez content parce qu'on vient d'un A7 IV qui a un crop à 60 images par seconde, 50 images par seconde en Europe. Et maintenant, on n'a plus de crop. Donc, on a 4K 60 images par seconde sans crop, 4K 24 images par seconde. On a tous les logs qu'on a d'habitude sur Sony. Et franchement, bah, je trouve ça génial. Donc, c'est un appareil qui évolue, qui améliore les choses et qui ne te donne pas tout parce que sinon, il n'y a plus de raison de passer sur un 2, sur un 9.3, un 7S3, un FX3, blablabla. Donc voilà, je trouve quand même que pour le budget que tu fais investir, il y a quand même beaucoup de choses. Maintenant, quels sont les points négatifs? On en parle un peu parce que là, c'est mignon de dire que tout va bien, mais il y a quelque chose quand même. Aïe! Alors, les points négatifs, l'interface en fait utilisateur, je trouve qu'il n'a pas été améliorée tant que ça. Ça commence à devenir vraiment compliqué à cause des menus qui deviennent plus chargés. Il y a plus de fonctionnalités, que ce soit du pre-capture, des time-lapse, des AI auto framing, etc. Et en fait, ça charge un peu le menu et franchement, des fois, quand je enregistrais la masterclass, j'étais là, je fais, mais il y a des choses en double ou je ne comprends pas pourquoi c'est là, pourquoi c'est pas là. Pourquoi est-ce que quand je suis dans ce mode-là, je ne peux pas l'utiliser, mais ça ne me le dit pas avant. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui rendent les choses un peu compliquées. Et je t'ai promis, on allait reparler du pre-capture et tout ça. Et il y en a un qui est notamment géré par le pre-capture. Si tu regardes, là, j'ai une lumière assez forte là, qui vient de là. Donc, j'ai des gros yeux tout noirs là. En fait, je suis content dans la vie. C'est pas parce que j'ai un nouveau-né que j'ai les yeux autant noirs. Ok, en fait, donc, du côté pre-capture et burst, en fait, tu peux mettre un bouton en speed burst pour justement passer à 30 images par seconde en RAW. Génial. Et en fait, ça fait passer de ton obturateur mécanique à l'obturateur électronique de manière automatique. Par contre, tu ne peux pas avoir un réglage pour que ton obturateur il passe de mécanique à électronique automatiquement. Donc, tu es obligé de choisir entre les deux. Donc, si tu veux du pre-capture dans ce mode où tu fais du speed burst, en fait, il faut le régler avant. Tu ne peux pas le régler dans ton enregistrement de ce rappel de fonction. Et c'est un peu compliqué, je le couvre encore une fois dans la masterclass sur les réglages. Mais en gros, c'est un peu dommage parce que tu as envie de pouvoir avoir ce bouton qui rappelle en fait tout, notamment le pre-capture aussi. Parce que là, je suis obligé de le régler avant et je trouve que voilà, c'est juste un des exemples de farfouillis dans les menus. Aussi, j'ai écrit quelque chose, tu vas voir tout de suite, qui est un petit que je ne comprends pas, mais on n'en est pas encore là. On ne peut toujours pas rajouter plus que 3 lettres pour le nom des photos et l'index se remet à 0 à 9999. En plus, on ne peut pas mettre le nom de fichier comme étant la date plus un titre, comme on peut le faire en vidéo. Et maintenant, c'est là que ça devient drôle. En vidéo, les fichiers ne peuvent pas être mis dans des dossiers qui ont le nom de la date. Par contre, on peut le faire en photo. Donc en gros, on se retrouve avec des trucs qui sont cool en photo, trucs qui sont cool en vidéo, mais tu peux pas les. On peut pas. Non, non, tu peux pas avoir les deux en fait. Désolé. Désolé, il faut choisir dans la vie. Bon, c'est un petit détail, honnêtement, mais je pensais qu'avec le A7 V, on verrait peut-être plus un plus gros rebranding des menus, mais pas vraiment en fait. Tant mieux, hein, parce que ça veut dire que tout ce que j'ai couvert pour les autres appareils est encore applicable pour celui-là. Et une autre chose à savoir, c'est que je me suis retrouvé complètement sous la pluie à Los Angeles. Mais j'ai passé des heures sous la pluie avec l'appareil. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que l'appareil, il n'est pas mort. Loin de là, l'appareil a très bien survécu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'appareil oh, salut le chien. L'appareil a bien survécu, donc j'étais content de ce côté-là. Je m'inquiétais vraiment, je me suis dit, est-ce que le waddle sealing il va être assez bon? On n'est pas sur un 1 non plus, on n'est pas sur un appareil complètement pro. On tape dans la gamme semi-pro juste en dessous des 3000 euros. Qu'est-ce que ça va donner? Mais bonne nouvelle, l'appareil a survécu, très bien survécu, il va très bien, même lorsqu'il était complètement trempé avec. Maintenant, il faut que je te le dise, hein, j'ai appliqué mes presets Lightroom. J'ai édité toutes les photos avec les presets Lightroom, ils sont disponibles dans la description si t'intéressent. Ça me permet vraiment de gagner du temps et de l'énergie et d'avoir un style qui est régulier finalement à travers mes photos. Deux autres petites choses surprenantes. Donc, on a les doubles cartes mémoire ici. On en a une qui est pour le CF type A et les deux autres. Il y en a qu'un slot qui fait CF type A et l'autre, on a SD card. Donc ça se passe très bien pour l'instant. Mais ici, on a quelque chose de nouveau qui est la double USB-C interchangeable.
Et franchement, ouais, ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être utile pour plein de gens, surtout si tu fais du recording externe ou si tu fais du tethering et que tu veux en même temps charger l'appareil. Franchement, c'est le bienvenu et je pense que ça va se voir sur plus en plus d'appareils. Niveau de l'ergonomie, j'ai pas vraiment vu de changement non plus. On nous parle d'un petit arrondi, différent. Franchement, pour moi, c'est vraiment un A7R5 dans la main. Limite à peine plus petit, mais ça se tient vraiment bien en main comme un A7R5. J'avais aucun problème sur le terrain, tu vois? Ça tenait vraiment bien. C'est pas un RX1 R3 où j'ai l'impression d'avoir des crampes aux doigts. Non, 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 franchement, c'est un appareil qui tient bien en main. Alors du coup, la grande question maintenant, c'est pour qui est cet appareil? Eh bien écoute, il est pour tout le monde. Même ce petit chien qui est tout mignon là, je ne sais pas si tu peux le voir, mais il y a un chien qui est juste là. Donc c'est même pour le chien qui est là, à côté. Salut toi! En fait, cet appareil, pour moi, il va toucher tout le monde. Même si tu veux te mettre à faire de la photographie animalière, même si tu veux shooter avec des hautes rafales, cet appareil, il va te permettre de faire ça. Donc, que tu veux faire de l'animalien pour démarrer, que tu vas se faire un peu de sport, eh ben, tu vas pouvoir faire tout ça. Et même avec ton obturateur électronique, ça va bien se passer. Sauf attention au scintillement encore, peut-être faut repasser au mécanique. Mais voilà, tu vas avoir le pré-capture avec ta rafale à 30 images par seconde, plus le pré-capture. Franchement, c'est dur de faire mieux. Tout ça en RAW, je ne vois pas qui va se plaindre. Maintenant, photographe de mariage, photographe de rue, photographe de voyage, franchement, c'est l'appareil à tout faire. J'ai envie de dire, et c'est rare pour moi de dire ça, mais c'est vraiment un appareil que je peux recommander à quasiment tout le monde, sauf si tu as besoin de 8K, sauf si tu as besoin de 50 millions de pixels ou de 120 images par seconde avec un global shutter, dans ce cas un 1.2, un 9.3. Mais je suis content, franchement, de ce que Sony a sorti. De mon expérience sur le terrain, ça se passe bien. Je leur ai redit qu'il y avait 2-3 petits bugs, les menus et tout ça, je leur en ai parlé parce que moi j'avais un modèle de production, donc ils font des modifs là-dessus. Mais franchement, c'est un appareil, waouh! Je suis bluffé et je suis vraiment content qu'on ait attendu aussi longtemps. Franchement, un bel appareil. J'aurais juste pensé qu'on allait voir le Open Gate qui permet d'enregistrer de la vidéo sur tout le capteur en même temps. Mais c'est pas dispo. Bah, tu te dis, ok, Canon ils le font, pourquoi Sony ils le font pas? Bref, il y aura toujours des petites différences, mais venant d'un A7 IV, venant d'un A7 III, ça c'est vraiment une belle mise à jour qui est vraiment bienvenue. Alors maintenant, je tiens tout de suite à le dire, si tu n'es pas limité par ton appareil maintenant, mais juste par la manière dont tu shootes, ton inspiration, le manque de motivation ou les voyages, oublie, d'accord? Investis dans un workshop, dans une formation, dans un voyage et oublie un nouvel appareil. Par contre, si tu as atteint un peu les limites, que tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau, tu as envie de te mettre à l'animalier, c'est littéralement pour moi un mini A1 II à un prix beaucoup moins cher. Après mon utilisation sur le terrain, je pense que cet appareil, ça va être une tuerie et je l'ajouterai carrément dans mon sac, ou plutôt je remplacerai mon A1 par ça parce que j'ai des fonctionnalités que je préfère avoir du A7 V et quitte à laisser passer celle du A1. Bref, tout ceci étant dit, rejoins la formation Sony Alpha Masterclass si tu veux que je t'accompagne pour les réglages en détail du A7 V, les fonctionnalités et aussi des autres appareils Sony. Et regarde cette vidéo si tu veux juste comprendre comment je commence à configurer mon appareil. Regarde celle-là si tu veux éviter les 3 plus grosses erreurs en photographie afin de prendre des photos que tu aimes. Et n'oublie pas, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te vois dans la prochaine. Ciao!